Quand mon mari est mort, notre avocat de famille de confiance m'a souri depuis derrière son bureau en acajou et m'a tendu un testament falsifié qui laissait mon domaine d'1 million d'euros à sa propre société Écran. Il pensait que j'étais juste une veuve confuse et éplorée qui accepterait tranquillement les papiers et disparaîtrait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de prendre ma retraite, j'ai passé 30 ans au sein de la police judiciaire fédérale comme analyste forensique en écriture manuscrite. Et j'ai mis en prison des hommes exactement comme lui pour exactement ce genre de crime. Il m'a remis lui-même les preuves. Et puis, il m'a dit de faire mes valises. Bienvenue sur Secret Confessions, True Stories. Si vous aimez les histoires où les gens arrogants tombent tête la première dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes construits, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, et vous ne voulez pas les manquer. Maintenant, laissez-moi vous parler de la plus grande erreur que cet avocat ait jamais commise dans sa vie professionnelle. Et pourquoi il l'a commise le jour où il a décidé de sous-estimer une femme qui avait passé 3 décennies à lire les mensonges que les gens laissent derrière eux dans l'encre. Richard et moi étions mariés depuis 40 ans. Je veux commencer par là, avec ce chiffre, parce que je pense que 40 ans est le genre de chose qui sonne abstrait jusqu'à ce que vous considériez ce qu'il contient réellement. Il contient l'appartement où nous vivions quand nous n'avions rien et que nous étions heureux quand même. Il contient les matins tôt et les disputes qui se sont résolues d'elles-mêmes et le silence particulier de 2 personnes qui se connaissent suffisamment bien pour être tranquilles ensemble sans que ça signifie autre chose que du réconfort. Il contient le domaine. Nous avons construit le domaine au cours de 20 ans, ce qui signifie que nous l'avons construit au cours de la majeure partie de notre vie conjugale, le choisissant et le complétant et l'améliorant, et en prenant soin de la façon dont on prend soin de quelque chose qui est à la fois une maison et une expression de qui vous êtes ensemble. La terre était d'abord le rêve de Richard. Il avait grandi avec les grands espaces et en avait besoin, comme certaines personnes ont besoin de la proximité de l'eau. Une exigence géographique fondamentale de son bien-être. La maison est devenue autant la mienne que la sienne au fil des années, se remplissant de l'accumulation particulière d'une vie partagée. Les meubles choisis ensemble, la cuisine où j'ai appris à cuisiner les choses qu'il aimait, la terrasse où nous nous asseyions le soir quand la lumière faisait ce que fait la lumière sur ce genre de terrain à cette heure-là. Ce qui veut dire qu'elle faisait quelque chose qui vous donnait le sentiment, simplement et complètement, que vous étiez exactement là où vous deviez être. Je ne parle pas beaucoup de ma carrière. C'est une habitude de 30 ans de travail dans un environnement où la discrétion est une norme professionnelle plutôt qu'une préférence personnelle. Ce que je vous dirais, c'est que j'ai rejoint la police judiciaire fédérale dans la fin de ma vingtaine, avec une formation en examen de documents. Et qu'au cours des 30 années suivantes, je suis devenue l'une des analystes forensiques seniors en écriture manuscrite. Les personnes appelées quand une signature sur un contrat ou un testament ou un acte notarié doit être vérifiée ou contestée devant les tribunaux. J'ai témoigné en tant qu'expert dans plusieurs centaines d'affaires. J'ai un mur de certification que je n'ai jamais accroché, parce que j'ai toujours trouvé qu'accrocher des certifications était légèrement ostentatoire. Le savoir est dans la pratique, pas dans le papier. Quand Richard est mort, je n'étais pas préparée. Je sais que ça semble étrange. Nous avions tous les deux la fin de la soixantaine. Et à un certain moment, la conscience de la mortalité devient une présence de fond constante dans un mariage, plutôt qu'une préoccupation future théorique. Mais savoir quelque chose intellectuellement et y être préparé ne sont pas la même chose. Et la mort de Richard était assez soudaine pour qu'il n'y ait pas eu de transition, pas d'ajustement graduel. Juste le matin ordinaire, et puis l'appel téléphonique, et puis tout était différent à partir de ce moment. Les jours qui ont suivi ne sont pas quelque chose que je décrirai en détail, parce qu'ils m'appartiennent et appartiennent à Richard et à nos enfants. Et parce que le deuil à cette profondeur n'est pas un récit avec une forme. C'est plutôt comme le temps qu'il fait, présent partout, ne passant pas tant que vous vous déplacez à travers lui, très lentement, sans sens clair de la direction.
Je vous dirais que je n'étais pas fonctionnelle de façon significative pendant un certain temps et que les gens qui m'aimaient géraient les choses pratiques pendant que je n'en étais pas capable et que c'est, comme je l'ai appris depuis, entièrement normal. La réunion avec l'avocat était prévue 3 semaines après la mort de Richard. Son nom était Édouard Varneau, un nom qui m'avait toujours semblé être un personnage de roman, sur des gens qui avaient fréquenté les bonnes écoles et n'avaient jamais remis en question s'ils méritaient ce qu'ils avaient. Il était dans la mi-quarantaine, habillé avec la précision particulière de quelqu'un qui a conclu que la dépense visible signale la compétence. Et il m'a reçu dans un bureau conçu pour communiquer l'autorité. Bois sombre, fauteuil en cuir, le genre de pesanteur délibérée censé faire ressentir à la personne assise en face du bureau qu'elle est en présence de quelqu'un qui gère des choses grandes et sérieuses. Il a exprimé ses condoléances avec la chaleur pratiquée de quelqu'un qui l'a fait de nombreuses fois et a développé une manière de le faire qui n'a aucun rapport avec le sentiment réel. Il a proposé du thé. Il a arrangé les documents sur son bureau avec l'organisation soigneuse de quelqu'un qui a fait ça avant et connaît la séquence. Et puis, il m'a lu le testament. C'était, expliqua-t-il, un document révisé, daté d'environ 1 mois avant la mort de Richard. Richard avait, dans cette révision, pris des dispositions pour régler une dette impayée importante envers une entité appelée Apex Holdings. Une dette commerciale, expliqua Varneau, que Richard avait été trop fier pour mentionner, qui pesait sur la propriété depuis un certain temps, que cette révision était conçue pour traiter proprement. Le domaine, au terme de cette révision, serait transféré à Apex Holdings en règlement complet de cette dette. Il y avait d'autres dispositions, des legs financiers modestes, des biens personnels, mais le domaine, la maison, la terre que nous avions construite et dont nous avions pris soin pendant 20 ans était partie. Il s'est penché en avant quand il a fini de lire. Il avait une façon de s'incliner au-dessus du bureau qui le positionnait légèrement au-dessus de la personne à qui il parlait. Une posture qui communiquait à la fois l'intimité et la condescendance simultanément, ce que je soupçonne qu'il avait pratiqué sans savoir qu'il l'avait pratiqué. Il a dit que la loi était dure, mais que c'était la loi. Il a dit qu'il m'aiderait à trouver un endroit confortable où aller. Il a dit qu'il était vraiment désolé pour ma perte. Et puis il a dit « Je peux vous aider à faire vos valises si vous avez besoin d'assistance pour ça. » Je voudrais vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment, parce que je pense qu'il est important d'être précise à ce sujet. Il y avait du chagrin, qui était déjà la condition principale de chaque moment de ces semaines. Et il y avait d'autres choses sous le chagrin, l'incrédulité, et puis quelque chose qui est passé très rapidement de l'incrédulité à la reconnaissance froide et focalisée de quelqu'un dont la formation professionnelle venait d'être involontairement engagée. Parce que j'avais regardé la signature. C'est la chose que je fais automatiquement depuis 30 ans. Le réflexe professionnel qui ne s'éteint pas simplement parce que vous avez pris votre retraite. J'ai regardé la signature de Richard sur la dernière page du document et je l'ai lu de la façon dont j'ai toujours lu les signatures. Pas comme un nom, mais comme un ensemble de gestes physiques, un enregistrement du mouvement d'une main spécifique dans des conditions spécifiques, laissant des preuves spécifiques dans l'encre sur papier. La pression du stylo était incorrecte. Richard avait une main lourde, pas agressive, simplement caractéristique. Le résultat de décennies de signatures de documents avec une certitude physique particulière qui laissait une profondeur d'impression constante sur tout ce sur quoi il écrivait. Cette signature était plus légère, d'une façon qui n'était pas cohérente avec les médicaments, ou l'âge, ou le changement physique, mais avec la main différente d'une personne différente, essayant de reproduire ce qu'elle pensait que sa signature ressemblait. La boucle du R dans Richard était incorrecte. Elle avait une légère hésitation, une pause à peine perceptible au sommet qui laisse un dépôt microscopique d'encre, la preuve physique d'une main qui pense à ce qu'elle fait plutôt que de le faire à partir de la mémoire musculaire. Vous ne pouvez pas falsifier la mémoire musculaire. Vous pouvez copier la forme,
mais vous ne pouvez pas copier la fluidité inconsciente d'un geste accompli 10 000 fois. L'hésitation est toujours là, pour quelqu'un qui sait où regarder. L'inclinaison était incorrecte. Pas dramatiquement incorrecte. Celui qui avait fait ça avait été prudent, avait étudié la signature, avait produit quelque chose qui passerait l'inspection ordinaire et probablement l'inspection légale aussi, si la personne qui l'inspectait n'avait pas passé 30 ans à faire exactement ça. Mais l'inclinaison avait une légère compensation vers la droite, que la main naturelle de Richard ne produisait pas. Une tendance de quelqu'un qui écrit avec un contrôle délibéré plutôt qu'un mouvement naturel. J'ai regardé cette signature pendant peut-être 4 secondes. En ces 4 secondes, j'ai su avec une certitude professionnelle complète que c'était un faux. Je n'ai rien dit. J'ai remercié Édouard Varneau de son temps. J'ai dit que j'aurais besoin de quelques jours pour réfléchir à ma situation. J'ai dit que j'étais accablée, ce qui était vrai, mais pas de la façon dont il le comprenait. J'ai pris les documents qu'il avait fournis, j'ai serré sa main, je suis partie. Je suis rentrée chez moi et je suis allée dans ma cuisine et je me suis assise à la table que Richard m'avait aidé à choisir dans un magasin de meubles il y a 18 ans et j'ai pleuré longtemps. Pas seulement pour Richard, bien qu'énormément pour Richard, mais aussi la rage, qui est son propre sentiment distinct du chagrin, une chaleur sous le froid de la perte qui a une qualité différente et une direction différente. La rage d'avoir été traitée comme une cible, d'avoir eu quelqu'un regarder mon chagrin et y voir une opportunité, d'avoir eu le nom de Richard, le nom dans sa main que je l'avais regardé écrire des milliers de fois, reproduit par quelqu'un d'autre dans le but de voler ce que nous avions construit. Et puis je suis allée au sous-sol. J'ai gardé mon équipement professionnel parce que je n'ai jamais eu de raison de m'en débarrasser, et parce que certaines choses, une fois acquises, deviennent simplement une partie du mobilier de votre vie. Les loupes grossissantes. Le panneau lumineux pour l'examen par transmission et lumière rasante. Le microscope numérique avec capacité de capture d'image. Les matériaux de référence. Je les ai installés sur la grande table de travail dans le coin du sous-sol, où la lumière est contrôlable, et j'ai commencé. J'ai demandé le document original au bureau de Varneau. J'ai dit que je le voulais pour des raisons sentimentales, qu'avoir quelque chose avec la signature de Richard me semblait important, que je le rendrais rapidement. Il l'a envoyé sans hésitation, ce qui m'a dit qu'il était confiant dans le faux et confiant dans mon incapacité à l'évaluer. Ces deux confiances étaient, comme il s'est avéré, significativement mal placées. J'ai passé 3 semaines dans ce sous-sol avec le document. J'ai examiné la chimie de l'encre sous lumière rasante, cherchant les modèles de fluorescence particuliers qui indiquent différents lots d'encre ou stylos, parce que même si un faussaire utilise la même marque de stylo, l'encre elle-même porte des signatures chimiques qui peuvent être comparées. J'ai examiné le stock de papier au niveau des fibres, cherchant toute preuve d'effacement ou d'altération. J'ai analysé la vélocité des traits, la variation de largeur et de pression à travers les formes de lettres individuelles qui enregistrent la vitesse à laquelle le stylo s'est déplacé, parce que les signatures génuines, faites à partir de la mémoire musculaire, montrent des modèles de vélocité différents des faux, soigneusement tracés ou lentement construits. Ce que j'ai trouvé était le tableau technique complet de la façon dont le faux avait été exécuté. La signature avait été produite par un processus de traçage guidé. Une copie de la signature genuinement de Richard, placée en dessous du document, retracée avec un contrôle délibéré. La preuve en était dans les traits descendants, qui montraient une régularité mécanique légère qui n'est pas présente dans l'écriture genuinement manuscrite. La façon particulière dont la reproduction soigneusement contrôlée produit un modèle de variation différent de la mémoire motrice. Les marques d'hésitation que j'avais remarquées dans le premier examen étaient visibles à la magnification, comme des dépôts d'encre. L'enregistrement physique des arrêts momentanés. J'ai également enquêté sur Apex Holdings. Cela nécessitait un genre de travail différent. Le genre qui implique les registres de commerce public, les documents de constitution,
et le suivi patient des structures de propriété à travers les couches d'anonymat que les sociétés écrans sont conçues pour fournir. Ça a pris du temps, mais ce n'était pas compliqué pour quelqu'un qui a passé des années à suivre des pistes documentaires exactement de ce genre. Apex Holdings était constituée dans un pays avec des exigences de divulgation permissives. Elle avait été établie 14 mois avant la mort de Richard. Son bénéficiaire effectif ultime, à travers 2 entités intermédiaires, était Édouard Varneau. Il avait falsifié la signature de mon mari sur un testament qui transférait notre maison à une société qu'il possédait. Il avait ensuite tenté d'exécuter ce transfert tout en étant assis en face de moi à un bureau en acajou avec une expression de condoléance pratiquée. Dans les semaines pendant que je menais mon analyse, Varneau était devenu impatient. Les avis d'expulsion ont commencé à arriver, formels, légaux, chacun plus pointu que le précédent, chacun impliquant que ma présence continue sur la propriété devenait une affaire qui nécessiterait une action supplémentaire. Il a appelé 2 fois, laissant des messages sur le ton de quelqu'un qui gère un inconvénient administratif. Il avait attendu que ça se règle rapidement, ce que font toujours les gens qui font des choses comme ça, parce qu'ils ont correctement évalué que la plupart des gens, dans le chagrin et le choc, n'auront pas les ressources ou le savoir pour résister efficacement. J'ai déposé un recours juridique contre le testament. Pas parce que j'avais besoin du processus judiciaire pour prouver le faux, j'avais déjà ça, mais parce que j'avais besoin de Varneau dans une salle d'audience. J'avais besoin de lui debout devant un juge, présentant son dossier avec une pleine confiance, engagé envers le document, sans voie de sortie disponible quand le sol se dérobe sous lui. L'audience était un jeudi matin. Je suis arrivée tôt. Je me suis assise dans la galerie et j'ai observé Varneau entrer, observé sa façon d'être dans cet environnement. Il était à l'aise dans les salles d'audience de la façon de quelqu'un qui y a passé des années. Il a parlé à l'huissier avec la familiarité désinvolte d'un habitué, échangé une brève plaisanterie avec le greffier, arrangé ses documents à la table avec des mouvements efficaces et pratiqués. Il portait un costume cher, différent, mais la même confiance fondamentale. Et il m'a jeté un regard une fois en s'installant. Un coup d'œil bref et évaluateur qui ne contenait aucune inquiétude. Sa présentation du dossier était fluide. Il avait clairement préparé minutieusement. Et il a encadré la situation avec la compétence narrative particulière de quelqu'un d'expérimenté à faire des dossiers sympathiques pour des positions peu sympathiques. Il a parlé des obligations commerciales de Richard, de la nature long-standing de la dette envers Apex Holdings, de la documentation claire de l'intention de Richard, telle qu'exprimée dans le testament révisé. Il était mesuré et autoritaire, et il s'est référé à moi, dans son encadrement, comme une veuve éplorée, luttant de façon compréhensible pour accepter une réalité financière difficile. Un langage qui était techniquement sympathique et fonctionnellement condescendant, conçu pour m'établir comme quelqu'un dont l'état émotionnel faisait d'elle une interprète peu fiable des faits. Quand ce fut mon tour, j'ai pris la barre des témoins. L'interrogatoire contradictoire de Varneau a commencé avec la technique particulière de quelqu'un qui a l'intention d'établir tôt que le témoin est hors de sa compétence. Il a utilisé la terminologie délibérément, établi la complexité juridique des documents successoraux, posé des questions structurées pour suggérer que l'évaluation d'une profane de l'authenticité d'un document était intrinsèquement limitée. Il n'était pas hostile. L'hostilité aurait été trop visible. Il était patient, dans la façon de quelqu'un qui gère une personne qui ne comprend pas entièrement la situation dans laquelle elle se trouve. Je l'ai laissé finir son encadrement. Et puis j'ai demandé au juge si je pouvais établir mes qualifications professionnelles pour le dossier avant de répondre aux questions sur mon évaluation du document. Varneau n'avait pas fait d'objection à ça, parce qu'il n'avait aucun fondement pour le faire, et parce que, je pense, il n'avait pas encore compris ce qui s'en venait. Il opérait encore dans la version de cette audience qu'il avait planifiée. J'ai listé mes qualifications. 30 ans au sein de la police judiciaire fédérale, spécialisée dans l'examen de documents questionnés et l'analyse forensique de l'écriture manuscrite.
Certification du Conseil des experts forensiques en documents, détenu pendant 22 ans. Qualification de témoin expert devant les tribunaux dans plusieurs juridictions. Le nombre d'affaires dans lesquelles j'avais fourni un témoignage d'expert était, à mon dernier décompte, de plus de 300. J'ai regardé la couleur quitter le visage d'Édouard Varneau. Elle ne l'a pas quitté graduellement. Elle l'a quitté en un seul moment, comme si quelqu'un avait fait un ajustement technique à sa circulation. Et ce qui l'a remplacé était la pâleur particulière de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'il ne peut pas défaire. J'avais apporté mon équipement. Avec la permission du tribunal, qui fut accordée, j'ai installé le projecteur numérique et l'ai connecté à mon ordinateur portable, qui contenait les captures d'images haute résolution de mon analyse. L'image qui est apparue sur le mur derrière le banc des témoins était la signature de Richard du testament contesté, magnifiée 1000 fois, les dépôts d'encre individuels visibles comme des formations géologiques, l'enregistrement physique de chaque mouvement du stylo préservé en plein détail scientifique. J'ai guidé le tribunal à travers l'analyse. Je l'ai fait de la façon dont je l'aurais fait dans n'importe quelle procédure, méthodiquement, précisément, sans éditorialiser, laissant les preuves porter le poids plutôt que ma présentation de celles-ci. J'ai identifié les marques d'hésitation et expliqué leur signification. Le dépôt d'encre qui se produit quand un stylo cesse de se déplacer. L'enregistrement physique d'une main qui pense plutôt qu'agit à partir de la mémoire. J'ai montré l'analyse de vélocité, expliqué les modèles de distribution de pression dans les traits descendants, démontré comment ils différaient des signatures de vélocité de l'écriture genuinement manuscrite. J'ai montré des échantillons de comparaison de la signature authentique de Richard à partir de documents dont la provenance n'était pas en question. Le prêt hypothécaire, l'immatriculation du véhicule, la carte de signature bancaire, et parcouru les différences spécifiques et mesurables entre ces signatures et celles sur le testament contesté. J'ai expliqué les preuves de traçage. La régularité mécanique dans les formes de lettres qui n'est pas présente dans l'écriture genuinement manuscrite. La façon particulière dont la reproduction soigneusement contrôlée produit un modèle de variation différent de la mémoire motrice. Je l'ai montré dans la projection, y ai pointé spécifiquement, expliqué ce que ça signifiait en termes qui ne nécessitaient aucune connaissance spécialisée pour être compris. Et puis j'ai introduit la documentation sur Apex Holdings, les registres de constitution, la structure de propriété, la divulgation du bénéficiaire effectif qui menait, à travers 2 entités intermédiaires, à un nom que le tribunal avait déjà devant lui. Varneau avait arrêté de prendre des notes. Il était assis avec une immobilité qui n'était pas du sang-froid, mais son contraire. L'immobilité de quelqu'un qui a fait les calculs et trouvé qu'il ne reste rien à faire. Son teint était passé de la pâleur à quelque chose qui se rapprochait davantage du gris. Il avait un verre d'eau devant lui qu'il n'avait pas touché depuis que j'avais commencé à parler. Le juge a demandé à Varneau s'il souhaitait répondre. Il a commencé à parler 2 fois et s'est arrêté. Ce qui est sorti, à la 3e tentative, n'était pas une réponse aux preuves, mais une sorte d'objection procédurale. Une contestation de la recevabilité de mon témoignage d'expert, qui était plusieurs étapes trop tard dans la procédure pour être efficace, et que le juge a refusé avec une brièveté qui communiquait clairement qu'elle ne la considérait pas comme un argument sérieux. Le juge a ordonné une brève suspension. Pendant la suspension, 2 choses se sont passées. La première est que l'avocat de Varneau, il avait réussi à transmettre le besoin d'en avoir un par quelques communications que je n'avais pas observées, est arrivé et a été vu lui parlant dans le couloir sur un ton urgent et bas. La seconde est que 2 agents fédéraux, qui avaient été contactés par le parquet en réponse à la documentation que je leur avais fournie la semaine précédente, sont entrés dans le palais de justice. Ils ont arrêté Édouard Varneau dans le couloir devant la salle d'audience, avant que la suspension soit terminée. Il a été inculpé de faux en écriture aggravée, de fraude
et de tentatives criminelles de priver un propriétaire de biens immobiliers par le biais de documents falsifiés. Il n'a pas résisté. Il se tenait dans le couloir, dans son costume cher, pendant que les menottes étaient appliquées avec la qualité d'immobilité particulière de quelqu'un qui a compris, complètement et définitivement, à quel point il avait mal calculé. L'audience s'est conclue brièvement après la suspension, avec le tribunal annulant le testament contesté et rétablissant l'original, qui me laissait le domaine sans charge ni qualification. Le processus de démêlement complet des actions de Varno a pris quelques mois supplémentaires de travail juridique, mais l'issue n'a jamais été en question après ce jeudi matin. Varno a été radié du barreau. L'affaire criminelle a été portée à procès et a abouti à une condamnation sur tous les chefs d'accusation. Il a reçu une peine de prison. La société Écran a été dissoute, ses actifs sujets à des procédures de confiscation. Je suis assise sur la terrasse du domaine en vous racontant tout ça. La lumière fait ce qu'elle fait à cette heure sur cette terre, ce qui est la même chose qu'elle a toujours fait, et que Richard a vu, pour la dernière fois, un matin sur lequel je ne peux pas m'attarder trop longtemps sans être submergée. La terrasse, la vue, la qualité particulière du soir ici, ces choses sont à moi, et elles appartiennent à Richard. Et elles resteront les nôtres de la façon dont les choses restent partagées, même après que l'une des personnes n'est plus là pour les partager. Ce que je veux vous laisser, c'est ceci. Un faux n'est pas un crime parfait. Il ne peut pas l'être, parce que l'encre sur papier n'est pas un médium neutre. C'est un enregistrement physique d'événements physiques, et les événements physiques laissent des preuves, et les preuves, par leur nature, ne mentent pas. La pression d'un stylo s'enregistre dans la surface du papier. La vélocité d'une main s'enregistre dans la variation du dépôt d'encre. L'hésitation d'un mouvement soigneux et délibéré s'enregistre dans l'accumulation microscopique d'encre au point où la fluidité genuinement naturelle était absente. Chaque mensonge laisse une marque. Chaque tentative de tromperie laisse derrière elle la preuve physique de la tentative. Vous avez seulement besoin de savoir comment la chercher et d'avoir la patience et la formation pour trouver ce qui est là plutôt que ce que vous vous attendez à voir. Édouard Varno m'a sous-estimé parce que j'étais une veuve et que j'étais en deuil et que j'étais plus âgée que lui et qu'il avait regardé toutes ces choses et vu quelqu'un qui accepterait ce qu'on lui remettrait. Il n'avait pas entièrement tort que j'étais toutes ces choses. Il avait entièrement tort sur ce que ces choses signifiaient. La vérité laisse toujours une marque. 30 ans à la police judiciaire fédérale me l'ont appris. La signature falsifiée de Richard me l'a réappris, un matin qui avait commencé avec le plus grand chagrin de ma vie et s'est terminé avec l'engagement professionnel le plus clair que j'ai eu depuis ma retraite. J'ai trouvé la marque. Je l'ai suivie là où elle menait et j'ai apporté mon projecteur. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et ils comptent plus que vous ne le savez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve à la prochaine confession.